Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va calculer la température du Soleil. Voilà. Donc, on va démontrer d'abord un théorème qui va nous être très utile par la suite, qui est le théorème du viriel. Viriel, du coup, c'est un mot qui signifie potentiel. C'est un mot vieux qui veut dire potentiel. Donc, on va démontrer le théorème du viriel. Et puis, en fait, on va l'appliquer au cas du Soleil pour déterminer sa température, tout simplement. Donc, première partie, théorème du viriel. Alors pour le théorème du viriel, je vais choisir l'approche la plus générale possible. C'est-à-dire, on peut démontrer un cas plus particulier avec des notions plus faciles et accessibles au niveau prépa, en supposant du coup n particules en interaction uniquement en interaction gravitationnelle avec un moment d'inertie globale constant. Ça, on peut démontrer que, si on considère ça, on peut démontrer que t 2t plus u égale à 0. Où T c'est l'énergie cinétique et U c'est l'énergie gravitationnelle de cet ensemble de n particules. Et en fait, moi je vais choisir ici de démontrer la version la plus générale possible, qui est qu'en fait, cette relation-là elle est vraie mais en moyenne. Si on moyenne sur le temps, cette relation reste vraie. Et du coup, le théorème du viriel c'est vraiment ça. 2t plus U égale à 0 en moyenne. Où T, je rappelle, c'est l'énergie cinétique et U l'énergie potentielle. Et en fait, pour démontrer ça, je vais avoir besoin de notions de mécanique analytique, essentiellement Lagrangien, équation de Lagrange et de bonnes bases en calcul différentiel. Voilà, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions-là, ou plutôt si vous êtes intéressé par démontrer le cas plus particulier, n'hésitez pas. Et voilà, je vous mets le lien de mon Discord dans la bio. Et puis vous essayez, si vous n'y arrivez pas, que vous voulez une correction, vous m'envoyez un message et je vous aiderai avec plaisir. Et voilà, moi je vais démontrer la version plus générale ici, qui est que 2t plus u en moyenne vaut 0. Alors pour ça, on va commencer par un petit résultat intermédiaire qui est le théorème de l'air sur les fonctions homogènes. J'ai numéroté, comme ça on va essayer d'éviter de se perdre. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, le théorème sur les fonctions homogènes? Donc une fonction homogène, c'est une fonction grand F d'un certain nombre de variables, Q1 jusqu'à Qn par exemple, telle que si je multiplie chacune des variables par lambda, ça m'en ressort lambda puissance, une certaine puissance k, fois la fonction en les Q1, Qn. Alors, si j'ai une fonction qui vérifie cette relation-là, on dit que f elle est homogène d'ordre k. Et en fait, donc ça c'est la définition. Et maintenant on a le théorème de l'air qui nous dit que si je considère une fonction homogène d'ordre k, alors la relation qu'elle vérifie est la suivante. Donc la somme sur toutes les variables de 1 à n, qi, d rond f, d rond qi, q1, qn, cette somme-là va être égale à k fois la fonction. Alors comment on fait pour démontrer ça? En fait, il suffit juste de dériver cette relation-là par rapport à lambda. Alors pour dériver le membre de droite, ça va être très facile. On va avoir du coup du k, lambda puissance k moins 1 fois ça, puisque ça ne dépend pas de lambda. Par contre à gauche, ça va être un peu plus calculatoire, dans le sens où le lambda il est dans chaque variable, et en fait, on va devoir dériver ça par rapport à lambda, c'est-à-dire faire une règle de la chaîne. Et en fait, si je dérive tout ça, je vais avoir, du coup, je note cette relation par exemple étoile. Là, je vais dériver étoile par rapport à lambda. Ça va me donner du coup que la somme, ça c'est une règle de la chaîne que je fais, de 1 à n de qi, d rond f, d rond qi, en les lambda q1, lambda qn. Alors cette somme-là, du coup, ça c'est vraiment la règle de la chaîne quand je dérive ça. Ça va être égal à k lambda puissance k moins
fois la fonction en les Q1 Qn. Et puis en fait, il suffit maintenant de prendre lambda égale à 1 pour obtenir la relation de l'air. Ça, c'est ce que j'appelle relation de l'air. Voilà. Donc ça, c'est un résultat important, puisqu'en fait, maintenant, on va regarder l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et en fait, on va voir que ce sont deux fonctions homogènes, pas du même ordre. Mais en fait, ça va nous permettre de... cette relation-là, elle va être vérifiée, quoi. Et ça va être super intéressant. On va pouvoir s'en servir. Alors, en deuxième partie, on va voir les hypothèses qui vont un peu cerner le cadre dans lequel on travaille. Donc, on va commencer par considérer donc, n particules de masse mi. Et on va supposer que ces n particules, elles sont uniquement en interaction gravitationnelle. On va supposer aussi que le mouvement est borné. C'est-à-dire que mes n particules, elles ne peuvent pas diverger à l'infini. En fait, ça va être assez logique puisque ces n particules-là vont constituer le Soleil. Et le Soleil, bon, voilà, il est borné. Donc le mouvement est borné. Je vais supposer que T ne dépend que des Q alpha points. Donc, Q alpha points, c'est des vitesses généralisées. Donc ça, c'est une notion de mécanique analytique. Je vous laisse aller chercher si vous ne connaissez pas ce que ça veut dire. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et U ne dépend que des Q alpha. Voilà, ça c'est deux hypothèses en plus que je rajoute. C'est des hypothèses qui vont être en fait rentrées dans le cadre de l'étude du Soleil. Voilà, l'énergie cinétique ici ne va pas dépendre des Q alpha. Et l'énergie potentielle, ça va être une énergie potentielle de gravitation, d'interaction gravitationnelle, et il n'y a pas de vitesse qui rentre en jeu. Donc ça, c'est essentiellement 4 hypothèses fondamentales que je pose, et voilà, ça va être le cadre de mon étude. Alors, troisièmement, T et U sont des fonctions homogènes. En fait, on va voir que T, ça va être une forme quadratique, en fait, en les vitesses généralisées. C'est-à-dire que je vais pouvoir l'écrire comme une combinaison linéaire des Q alpha point, Q bêta point. Donc T, en fait, je vais pouvoir avoir une certaine somme avec un certain coefficient m alpha bêta, somme sur l'alpha bêta, de Q alpha point Q bêta point. Et en fait, je me rends compte que si je multiplie chacune des vitesses généralisées par lambda, bah, il va me ressortir un lambda, et je vais pouvoir factoriser un lambda carré. Donc, T de lambda Q 1 point lambda Qn point, ça va être égal à lambda carré T de Q1 point Qn point. Et du coup, en fait, j'obtiens que T est une fonction homogène d'ordre 2. Et du coup, T va vérifier la relation de l'air pour K égale à 2. Donc la relation de l'air, elle va être 2T qui va être égale à la somme des Q alpha points d rho T, d rho Q alpha point. Et je somme sur alpha. Ça, c'est parce que F est, T est une fonction homogène d'ordre 2. Et maintenant, on a aussi que U va être une fonction homogène, puisqu'en fait, U, ça va être l'énergie potentielle gravitationnelle de mes n particules. Et en fait, elle va pouvoir s'écrire comme ça. U de Q, en l'occurrence, mes positions généralisées vont être les positions effectives de mes n particules, les RI, si je veux, par exemple, noter avec un vecteur position RI. Donc, U des R1, Rn, ça va être égal à, par définition, c'est l'énergie potentielle d'interaction gravitationnelle, 1 demi de la somme de 1 à n, de la somme de J différent de I, de moins G, MI, MJ, sur RI moins RJ, en norme.
Ça, c'est la définition de l'énergie potentielle d'interaction gravitationnelle de mes n particules. Voilà, si je considère une particule, je vais sommer la contribution de l'énergie gravitationnelle créée par toutes les autres particules, et je fais ça pour toutes les particules. Mais comme je ne peux pas compter une même interaction deux fois, puisque l'interaction de A sur B, c'est aussi l'interaction de B sur A, c'est pour ça que je mets un demi ici. Donc voilà, et maintenant, je remarque que si si je multiplie chaque RI par lambda, il va me ressortir un lambda ici que je vais factoriser en bas. Il va me ressortir un lambda moins 1 ici, puisque j'ai un lambda au dénominateur. Ça, c'est U. Du coup, j'ai que U est homogène d'ordre moins 1. Et donc, que moins U, ça va être égal à la somme sur alpha et Q alpha des rond U et rond Q alpha. Ou ici, je rappelle que j'assimile Q alpha à RI. Alors, on va maintenant démontrer une relation. Alors, on est dans le cadre théorème du viriel, parce qu'on va démontrer le théorème du viriel maintenant. On va démontrer que 2t plus U, ça va être égal à la somme, à d sur dt de la somme sur alpha de P alpha Q alpha. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? P alpha, ça va être le moment généralisé, donc c'est-à-dire la dérivée du Lagrangien par rapport à la vitesse généralisée. Q alpha, c'est la position généralisée, et le Lagrangien, je rappelle que c'est égal à T moins U, par définition. Et on a aussi que le Lagrangien vérifie du coup l'équation de Lagrange, et les équations de Euler-Lagrange, qui sont d rond L sur d rond Q alpha égale à d sur dt de d rond L sur d rond Q alpha point. Ça, c'est l'équation de Euler-Lagrange. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir démontrer ce résultat-là. Alors, preuve. On va commencer de ce côté-là. Et en fait, on va dériver cette somme-là. Donc, je peux permuter somme et dérivée par linéarité. Et en fait, on va dériver ça comme un produit. Et du coup, on va avoir que d sur dt de la somme des P alpha Q alpha, ça va être égal à la somme sur alpha de d sur dt P alpha fois Q alpha plus la somme sur alpha des P alpha Q alpha point. Alors, je rappelle que P alpha, c'est d rond L sur d rond Q alpha point. Et en fait, là, je reconnais ce terme-là de l'équation de Euler-Lagrange. Donc, ce terme-là est égal à d rond du Lagrangien sur d rond Q alpha. Et je peux remplacer ceci par son expression. Donc, j'obtiens qu'on a la somme sur alpha de d rond Lagrangien sur d rond Q alpha. Là, je rappelle que c'est par définition du moment conjugué et par l'équation de Euler-Lagrange. Là, j'utilise deux choses à la fois. Donc, on a cette somme-là plus la somme sur alpha donc d rond Lagrangien sur d rond Q alpha point Q alpha point. Ok. Mais maintenant, mon Lagrangien, c'est égal à T moins U. Et je sais que il n'y a que U qui dépend des Q alpha. On a supposé que T ne dépendait pas des Q alpha. Donc ça, c'est exactement égal à moins d rond U sur d rond Q alpha. Pourquoi en moins? Parce que c'est le moins qui est ici. De même, en fait, on a que d rond L sur d rond Q alpha point. Comme U ne dépend pas des Q alpha point, on a que c'est effectivement d rond T sur d rond Q alpha point. Mais maintenant, si je remplace du coup ceci par ça et ça par ça, en fait, j'obtiens que là, je vais avoir moins la somme des d rond U sur d rond Q alpha, mais la somme des d rond U Q alpha, c'est moins U. Donc en fait, cette somme-là est égale à moins U, donc c'est égal à U. Et de même, là, je vais avoir la somme des d rond T sur d rond Q alpha point, c'est égal exactement à 2 fois T. Et du coup, j'ai ce que je voulais.
Donc ça va être très intéressant, puisqu'on va partir de ça pour démontrer le théorème du viriel sous sa forme générale, c'est-à-dire avec les moyennes. Alors pour ça, je dois introduire ce que c'est une moyenne. Alors on dit que la moyenne d'une grandeur A, ça va être la limite pour un taux qui tend vers l'infini, un temps très grand si vous voulez, de 1 sur taux, l'intégrale de 0 à taux de dt à QA dt, Q alpha point de t. Voilà. Donc ça c'est vraiment la moyenne d'une grandeur A. Et maintenant, on va voir que la moyenne de 2t plus u, ça va être égal à, par linéarité de l'intégrale, la moyenne de 2 fois la moyenne de t plus la moyenne de u. Et ça, je vais pouvoir le réécrire donc par définition comme la limite quand taux tend vers l'infini de 1 sur taux 0 à t de dt fois 2t plus u. Mais 2t plus u, je rappelle que c'est d sur dt de la somme des alpha, p alpha, q alpha, d'après ce qu'on a démontré tout à l'heure. Donc il me reste la limite quand taux tend vers l'infini. Ça, c'est vraiment l'intégrale de cette chose-là, c'est vraiment la somme des p alpha, q alpha pris en taux moins en 0. C'est vraiment la primitive, quoi. J'ai juste à calculer la primitive. Donc 1 sur taux, somme des p alpha, q alpha, alpha, entre crochets, entre 0 et taux. Mais par hypothèse, j'ai supposé en fait que mon mouvement était borné. Donc ça, pour taux qui tend vers l'infini, ça va être borné par une certaine constante grande M. Mais du coup, la limite d'une constante sur taux, quand t tend vers l'infini, ça fait 0, quoi. Et en fait, j'obtiens le théorème du viriel. Et ce qui achève en fait la démonstration. Donc voilà, c'est une manière en fait d'obtenir le théorème du viriel par du coup des hypothèses qui vont être les hypothèses effectives quand je vais étudier le Soleil, mais ça peut être aussi de manière très générale. Alors, de manière très générale, on n'aurait pas moins 1 ici, on aurait en fait que U serait homogène dans certains ordres, et on aurait du coup que 2t plus KU est égal à 0. Donc là, c'est le théorème du viriel gravitationnel. Et du coup, je vais me servir de cette version-là pour établir une expression de la température du Soleil. Donc maintenant, dans un grand 2, on va regarder la température du Soleil. Alors, il va falloir un peu étudier les deux termes qu'on a, donc U et T, séparément, pour voir ce qu'on peut en dire. Alors, on va commencer par U. En fait, U, on va se demander, mais U, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? L'énergie l'énergie d'interaction gravitationnelle. En fait, on n'a que une interprétation qu'on peut en faire, c'est U, ça représente l'énergie qu'il faut fournir pour constituer le Soleil. Autrement dit, c'est l'énergie qu'il faut fournir, qu'un opérateur devrait fournir pour amener des couches de masse depuis l'infini jusqu'au Soleil pour former petit à petit le Soleil, de cette manière-là. Et en fait, ça, j'ai déjà démontré l'expression de cette énergie dans la vidéo sur l'étoile à neutrons. Et en fait, j'ai vraiment fait le raisonnement par accrétion de couches de matière, exprimer ce que ça valait. Et en fait, du coup, je me réfère à cette vidéo pour la preuve. Donc U a cette expression-là. Alors maintenant, on va regarder pour T. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et en fait, là, ça va être très compliqué d'estimer l'énergie cinétique d'un ensemble énorme de particules. Donc là, en fait, il va falloir un peu se donner un modèle. On va regarder le Soleil, en fait, on va dire que c'est essentiellement composé de dihydrogène. Donc, on va avoir en majorité N, ça va être donc la masse du Soleil totale sur la masse molécule de dihydrogène. Alors, une molécule de dihydrogène, comme ça, hein, combien est-ce que ça a de degrés de liberté quadratique? Alors, il y en a
1 pour la vitesse selon x, la vitesse selon y, la vitesse selon z. Ça nous en fait 3. Et en fait, on va en avoir 2 de plus qui va décrire la rotation de cette manière-là et la rotation de cette manière-là. Donc je sais pas, phi point et 6 points. Allez. Et du coup, en fait, on va en avoir 5. Donc pour une molécule de dihydrogène, il va y avoir 5 degrés de liberté quadratique. Et en fait, le théorème d'équipartition de l'énergie va nous donner que T, ça va être égal à N fois, parce que j'ai N molécules de hydrogène, 5,5 de Kb fois la température du Soleil. Et c'est comme ça qu'on l'obtient. C'est là où elle apparaît pour la première fois. Du coup, je rappelle qu'on a effectivement un 5,5, puisqu'on a 5 degrés de liberté quadratique pour une molécule d'hydrogène. Et en fait, il suffit d'égaliser ça avec ceci, plutôt 2 fois ça avec ceci, et en utilisant le théorème du Viriel en fait. Et voilà, du coup, l'expression de la masse du Soleil, du coup, en ayant utilisé le théorème du Viriel. Donc, c'est une manière très jolie, je pense, d'obtenir la température du Soleil. Voilà, donc on a utilisé le théorème du Viriel, qui était un théorème très général. Sa démonstration est très sympa. On a utilisé donc la création de couches de matière petit à petit pour déterminer l'expression de l'énergie interne, gravitationnelle du Soleil. Et puis on a enfin utilisé le théorème d'équipartition de l'énergie pour déterminer, pour faire apparaître du moins la température du Soleil. Du coup, on obtient cette belle expression. Donc, je vous laisse faire l'application numérique et nous, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo.